Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ça y est, c'est parti. Alors attention, maintenant c'est enregistré. Donc Olivier Beau qui va nous parler des DDJ, comment on interprète tout ça, quelles sont les limites de cet outil, puis probablement nous parler d'autres choses. Merci Olivier, puis je te laisse te présenter. Donc tu as la parole pour 15 minutes environ. Bonjour. Clément, bonjour, c'est Olivier qui parle. Je n'ai pas mis mon Olivier, micro. ton Je micro, voulais s'il juste, te plaît. ouais, tout à fait. Être sûr que vous avez bien le diaporama, c'est bon? Bon, la première diapo? Ok. Donc, je me présente Olivier Beau, je suis praticien en hygiène hospitalière. J'émarge au Centre d'appui et de prévention des infections associées aux soins sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement sur le site de Clermont-Ferrand. Je suis par ailleurs hygiéniste dans l'équipe d'hygiène du CHU et infectiologue de formation, ce qui me vaut probablement l'honneur de vous parler de ce thème-là, enfin d'introduire cette présentation. Alors par avance, je m'excuse parce qu'il y a probablement des gens qui sont experts de la DDJ dans la salle. Et bon, j'espère que je ne vais pas trop vous embêter, mais de toute façon, ça ne va pas durer 2 heures, vous inquiétez pas. Même si c'est un peu ardu, ça va être, on va y aller. L'objectif, c'est qu'on soit tous à peu près calés sur ce que représente une dose définie journalière ou DDJ, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est maintenant largement utilisé et partagé pour évaluer la consommation des antibiotiques. Donc, alors, s'il veut passer, on va faire comme ça. Si oui, c'est la première. Alors, juste pour dire bon, ce que ça permet, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas un outil miraculeux, mais ça permet quand même un certain nombre de choses. La première idée, c'est que ça permet de connaître une quantité d'antibiotiques qui est utilisée. Alors, utiliser, on verra que ça peut être un objet de discussion d'ailleurs, hein, parce que ça peut être acheté et pas forcément administré, ça peut être prescrit et pas forcément administré. Donc, il y a peut-être un gap là aussi à discuter. Alors, ça peut être juste dans un établissement, mais on peut aller le restreindre à la consommation d'un service. Et puis, on peut aussi le faire au niveau d'une région, d'un département, voire d'un pays. Et donc après, une fois qu'on a fait ce calcul-là, ça peut, à l'échelle d'un établissement ou des différentes entités qu'on vient de dire, permettre un suivi de l'évolution de la consommation des antibiotiques. Et puis, l'idée aussi est celle de comparer la consommation de toutes ces entités-là, hein. Ça peut être de se comparer avec des services qui soient le plus comparables possible en termes d'activité et de patients admis, on en reparlera. Mais on peut aussi aller comparer des régions, des départements et même des pays. Alors je vous ai mis différents diagrammes là, différentes illustrations. Le plus connu ici, qui classe la France en 4e position, en tout cas en 2021, dans la consommation d'antibiotiques. Et puis au-dessus, un exemple d'évolution de consommation. Alors, il faut se méfier de ce graphique, mais peut-être qu'il y en a qui le maîtrisent bien. On a à gauche la DDJ par famille, et donc qui concerne les familles, à savoir C3G, quinolone et carbapénem ici. Et puis à droite, on a l'échelle pour la consommation DDJ globale ou totale de l'établissement. Donc c'est pas le petit piège de ce diagramme. Et puis en dessous, encore au-dessus, pardon, j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais c'est parti comme ça, l'amoxicillinacine clavulanique, qui, dans l'établissement en question, représentait 94,78 DDJ. C'est vrai que quand on dit comme ça, 94,78 DDJ, en brut, ça représente rien. On ne peut pas dire que ce soit un nombre de patients, on peut pas dire... Bon, donc on va voir, l'idée maintenant, c'est que vous compreniez d'où sort ce chiffre-là, pour comprendre les limites d'utilisation de ces DDJ. Alors, on va commencer, c'est par calculer la DDJ pour une molécule, parce que c'est peut-être comme ça que c'est le plus compréhensible, mais j'espère. On pourrait dire que la première étape, c'est de dire finalement quelle a été la quantité en grammes d'antibiotiques consommés.
Encore une fois, ça peut être sur tout un établissement, mais ça peut être sur un service, ça peut être sur une région, ça peut être... Alors le nombre d'UCD, l'UCD c'est le terme un peu riche qui dit unité commune de dispensation, qui veut dire comprimé, qui veut dire boîte, qui peut dire flacon. Et du coup, si on le multiplie par le nombre de grammes qu'il y a dans une UCD, ben, bien sûr, on va avoir une quantité d'antibiotiques consommée. Une fois qu'on a fait ça, l'idée maintenant, c'est de se dire, cette quantité-là, ça représente combien de jours de traitement antibiotique. Et donc, on va diviser cette quantité d'antibiotiques en grammes par une quantité d'antibiotiques qui est censée représenter ce qui est normalement prescrit ou normalement utilisé lorsque je le prescris pendant une journée à un patient donné. Donc on fait cette fraction, enfin on fait cette opération-là, et là on a déjà donc le nombre de jours finalement de traitement représenté pour la molécule en question. On comprend bien que si on fait juste ce schéma-là, c'est pas suffisant. Juste pour dire d'où vient ce DDJ OMS que j'ai mis en bleu ici. Alors, il est posé de manière arbitraire par l'OMS et il représente ce qui est en théorie pour l'OMS prescrit chaque fois qu'un patient est traité par un antibiotique donné. Donc là, je vous ai mis un extrait de ce que ça représente, mais on va prendre donc l'amoxicilline orale. Vous voyez ici, l'amoxicilline orale, on dit que c'est 2 grammes, enfin, lorsqu'il y a 2 grammes consommés, ça représente une journée de traitement. On est bien d'accord que ça ne représente pas tous les cas, parce qu'il y a un bon nombre de situations où on peut prescrire plus de 2 grammes par jour par voie orale quand on traite une infection par de l'ampicilline. Mais on pourra en reparler. Donc ça c'est pour, et donc ça c'est pour chaque molécule, et vous voyez pour la piperacilline, pour la ticarcilline, enfin pour chaque molécule il y a effectivement cette DDJ en grammes qui est déterminée par l'OMS. Donc une fois qu'on a fait ça, l'idée maintenant c'est une fois qu'on a ce nombre de jours de traitement pour un service, c'est pour pouvoir faire une comparaison, c'est de le rapporter à l'activité. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser par le nombre de jours. Là, j'ai pris ortho parce que j'ai un service d'orthopédie. Je vous verrai l'exemple qui est après. On va le diviser par le nombre de journées d'hospitalisation en orthopédie, nombre de journées où il y a eu un patient, pas forcément un patient traité, le nombre de journées d'hospitalisation globale du service. Vous commencez à sentir un peu la limite de l'outil. Et donc pour le rapporter après, pour pouvoir le comparer à tous les autres, et ben on multipliera par 1000 et à ce moment-là, on aura quelque chose qui va être comparable et qui pourra permettre de faire du benchmarking. Alors si j'essaye de faire fonctionner ce système-là pour la daptomycine, vous avez compris pourquoi je prends cet exemple, puisque derrière, on aura un topo de Clément là, qui va nous parler de la daptomycine. Donc la daptomycine, elle est habituellement prescrite à 4 mg par kilo et par jour. Donc pour une personne de 60 kg, on n'est pas tout à fait à la DDJ OMS qui est proposée ici, c'est plutôt là la DDJ OMS, c'est pour quelqu'un de 70 kg. Maintenant, vous voyez que si c'est quelqu'un qui fait 120 kg, ça va pas être la même chose non plus, mais pour autant, on va quand même prendre ce 0,28. Après, on va demander à la pharmacie, mais finalement, combien vous avez donné de flacons de 350 mg au service d'orthopédie? On en a donné 106. Okay, on va pouvoir calculer notre quantité, surtout et en ramenant ces 350 mg en grammes, puisque on veut que tous les antibiotiques soient en grammes dans cette histoire. Ensuite, on se tourne vers on va voir l'activité du service, et puis ben, la direction de votre établissement peut vous dire, ben, finalement, il y a eu dans ce service d'orthopédie sur l'année 2022 5220 journées d'hospitalisation. Et du coup, bah, je vais faire fonctionner mon affaire en mettant mon nombre de flacons multiplié par ce que j'ai en grammes comme antibiotique dans chaque flacon, divisé par le 0,28 déterminé par l'OMS, et puis rapporté à l'activité. Et donc, ça donne cette histoire avec le calcul. Si je ne me suis pas trompé, on est à 25,4 DDJ pour 1000 journées d'hospitalisation. Et là, j'aurai un chiffre qui, si j'appelle le service d'orthopédie de Lille en lui disant, ben voilà, combien tu sors de DDJ en daptomycine dans ton service, je pourrais me comparer puisque l'activité est la même et lui aura fait le même calcul avec la même démarche. Donc ça, c'était pour une molécule. Finalement, quand on veut faire la même opération pour l'ensemble des traitements, des antibiotiques utilisés par un établissement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, encore une fois, pour chaque
molécule avec le nombre d'UCD et le contenu dans chaque UCD et la DDJ OMS, la DDJ tout court. Je somme toutes ces DDJ et là je vais avoir des choux, des carottes, des navets, des machins, tout ça dans un grand sac et je vais avoir un total de grammes d'antibiotiques tout venant qui est prescrit. Je le ramène à l'activité de l'établissement et du coup je vais avoir un total d'antibiotiques prescrits par l'établissement rapporté à l'activité. Alors maintenant, l'idée là, c'est de se dire, mais finalement, enfin, un des outils essentiels, quand même, un des buts essentiels de ces DDJ, c'est de pouvoir se comparer. Mais pour faire cette comparaison, faut maîtriser un outil que vous maîtrisez probablement pour bon nombre d'entre vous, mais je me suis permis de le schématiser ici, avec, si j'ai en ordonnée les DDJ pour 1000 journées d'hospitalisation, en abscisse le nombre d'établissements. Si je regarde ce qui se passe dans chaque établissement, je vais avoir cette distribution. Bon, j'ai pris une courbe de Gauss parfaite qui me donnera le nombre d'établissements pour chaque DDJ total. D'accord. Ici, j'ai ma distribution en long. Et là, je vais avoir ma moyenne qui est pile au milieu puisque mon truc est symétrique. Et puis ma médiane également qui est, je vais passer à 150 DDJ. Et je dis qu'on s'occupe de centres hospitaliers ici de CH. D'accord. Là-dedans, je vais essayer de déterminer les différents quartiles. Et donc, je vais avoir le premier quartile, le deuxième, le premier quartile et le troisième quartile. Et du coup, je vais pouvoir déterminer les établissements qui sont compris dans cette boîte à moustache, on dit comme ça, et de voir la distribution, enfin, pouvoir me situer dans cela. Au-delà de ça, on va voir ceux qui sont les grands consommateurs et à ce moment-là, on définit les outliers avec un calcul dont je vous fais grâce, que je maîtrise, enfin que je n'ai pas en tête comme ça à chaque fois, mais qui permet de dire au-delà de ces limites, on sait que les gens les établissements qui sont très hauts font partie des limites extrêmes de cette courbe de Gauss et on peut s'interroger quand même sur les pratiques. Et donc c'est clair que vous, lorsque vous recevez votre DDJ total, là j'ai pris des totales, et si vous êtes dans la boîte à moustache, je dirais dans cette partie-là, on se dirait bon bah vous êtes finalement dans la moyenne, mais dès que vous allez vous écarter on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas tout à fait dans la boîte, voire même si vous êtes outlier, et c'est cette démarche-là qui est finalement intéressante avec les DDJ. Alors une fois qu'on a dit tout ça, je fais un petit mot d'interprétation quand même, en disant que la DDJ, elle peut être augmentée dans différentes circonstances. Bien évidemment, s'il y a des traitements prolongés, et en particulier, bon, moi, je vais parler des infections ostéo-articulaires ou des endocardites, qui sont des traitements qui durent plusieurs semaines, et pour le coup, ça va impacter sur la dose définie journalière, mais bon, vous vous y attendiez. Un grand nombre de patients traités, là aussi, si dans mon service, j'ai tous mes patients qui reçoivent des antibiotiques, comme ça peut se faire dans les services d'infectiologie, forcément, on va avoir des DG qui vont être bien plus importantes que dans un service de psychiatrie où il y a 3 prescriptions pour une angine, quoi. Et puis là aussi, si j'ai des posologies importantes. Et donc, posologie importante, ça veut dire soit, je pense en particulier aux réanimations qui ont tendance à utiliser des très fortes posologies d'antibiotiques, forcément, ils vont avoir des consommations qui vont être bien plus marquées. Mais on peut aussi imaginer un service qui est spécialisé dans les patients en surpoids ou qui a un recrutement de patients en surpoids. On va bien sûr avoir une augmentation de la DDJ par rapport à des services qui ne seraient pas dans cette situation-là. Après, on peut aussi voir, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution de la DDJ d'une année sur l'autre. Donc, du coup, on ne va pas voir ce qui se passe dans les établissements, mais on regarde finalement, moi, comment j'étais en 2021 et comment j'étais en 2022 et ainsi de suite. Il faut méfier parce que cette comparaison n'est plus possible si je modifie mon recrutement, si je me transforme mon service en je récupère beaucoup de patients avec des infections ou de l'oncologie, ou des choses comme ça. Forcément, je ne vais pas avoir je serai plus comparable à l'année précédente et je vais avoir une DDJ qui va être majorée, non pas parce que j'ai des pratiques d'antibiothérapie qui sont défaillantes, mais parce que j'ai des patients. Après, il peut y avoir aussi un changement d'activité. Bon, c'est un peu ce que je viens de dire aussi, donc je ne redis pas. Après, la DDJ n'est pas impactée par... C'est souvent ce qu'on nous dit, oui, mais l'année dernière, j'ai eu plus de lits ou j'ai eu... en fait, du fait qu'on la ramène
au nombre, à l'activité de l'établissement, c'est en principe pas impacté par l'activité du service. Donc ça, on peut l'écarter. Alors j'ai commencé à parler là, de la pédiatrie, c'est un long sujet parce que vous avez bien compris que quand je vous ai présenté les DDJ OMS, ils ont fait que des DDJ adultes. Il n'y a pas des DDJ OMS pédiatriques. En tout cas, c'est pas celle qu'on utilise. Et du coup, autant comme le même calcul est fait par tous les services de pédiatrie, on peut conserver de services de pédiatrie, mais ça n'aura certainement pas la même réalité que ce qu'il peut y avoir dans les services d'adultes, avec des variations qui peuvent être aussi probablement facilement différentes, quoi, ou moins impactées. Et surtout, il ne va pas falloir s'amuser à comparer, mais je pense que personne ne l'aurait fait, s'amuser à comparer des services de pédiatrie, enfin des DDJ de pédiatrie avec des DDJ d'adultes, parce que là, on n'aura pas du tout la même chose. Donc voilà, on pourra en reparler, mais je pense que pour la pédiatrie, c'est un outil qu'il faut manipuler avec grande prudence, parce que les DDJ OMS sont des DDJ adultes. Alors c'est ma dernière diapo, oui, c'est ça. Donc en conclusion, je dirais que c'est un outil qui est très intéressant pour suivre son activité d'une année sur l'autre, voir l'impact que peuvent avoir différentes politiques ou différentes mesures, identifier des dérapages et se dire finalement peut-être que c'est important de faire quelque chose, mais en aucun cas c'est un outil qui permet d'évaluer la qualité de la pratique de l'antibiothérapie. Et après, une fois qu'on a la DDJ, il va falloir se pencher sur autre chose pour pouvoir dire mais finalement c'est trop long, c'est des doses trop fortes, c'est trop souvent traité. Bref, on peut pas conclure. Je veux dire. On va avoir une alerte avec ça. Bon, on va en reparler, je pense, et il y aura peut-être des questions aussi qui vont dans ce sens. Voilà. Merci pour votre écoute. Je départage. Donc. Olivier, on va demander aux personnes, parce que j'arrive pas à couper les micros de tout le monde, il y a 2-3 personnes là qui ont des micros ouverts et on les entend un peu pendant les communications, donc merci de penser à éteindre vos micros. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat. C'est uniquement par le chat que les questions peuvent être posées. Donc c'est en haut à droite, l'espèce de petite bulle. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Fanny et moi, on les recueille et on les fait revenir ensuite aux différents intervenants. Voilà. Merci de vos micros parce qu'il y en a quelques-uns, je ne peux pas les couper là. Donc si vous pouvez le faire, ça serait vraiment sympa pour tout le monde. On va passer à la deuxième communication, puis après, donc, on fera une pause avec des questions-réponses. Donc, la deuxième communication, c'est Clément Thaïs, qui est infectiologue à Clermont-Ferrand, et qui va nous parler des molécules alors on dit PASAM, anti-SRM, et notamment de la daptomycine. Parce que c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la consommation de cette famille d'antibiotiques, on est un petit peu surpris, compte tenu de la baisse de la résistance du Staph aureus, de voir qu'il y a des résultats un peu discordants entre la baisse de la résistance et l'augmentation de la consommation de ces molécules. Donc, c'est intéressant de se poser des questions et d'y passer un petit peu de temps. Voilà, Clément, à toi. Merci beaucoup. C'est intéressant, si c'est une meilleure prédiction. Tu me laisses partager, du coup, Philippe. C'est bon. C'est bon, Clément, tu dois pouvoir y aller. Ouais. Vous voyez bien, hop, plein écran. C'est bon là ou pas? Super. Allez, allons-y. Donc, voilà, on va essayer de discuter un petit peu des anti-staphylocoques résistants, plus particulièrement de l'adapto, comme le disait Philippe. Voilà, donc je suis infectiologue au CHU à Clermont et je suis membre du CRATB également. Bon, on va essayer de trouver quelques clés. On n'a pas fait, nous, encore d'audit de pratique. Après, je pense que néanmoins, la réflexion que je vais essayer de vous présenter, c'est le préalable à ça, pour essayer de se dire déjà intuitivement, est-ce qu'il y a un problème ou non. Donc, pour partir de tout ça, les données de surveillance de consommation et de résistance qu'on a à disposition actuellement, c'est les données 2021, données 2022 ne sont pas consolidées, donc je vais partir de là.
Donc, si on regarde un petit peu les anti-SRM, en DDJ toujours, qui n'ont maintenant plus de secret pour vous, on voit, donc, pour la daptomycine, déjà qu'il y a une certaine, mais pour les autres molécules aussi, hein, il y a une certaine disparité entre le type d'établissement, beaucoup en CHU, un petit peu en MCO et CH de plus de 33% de court séjour, et puis derrière SLDPSI, de manière assez évidente, très peu. Bon, en partant de là, on peut affiner et regarder ce qui se passe selon les services. Là, c'est du global, hein, sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On voit que c'est assez disparate. Et donc, c'est un premier axe de réflexion, d'essayer de regarder ce qui se passe dans les services qui sont les gros consommateurs, la maladie infectieuse, l'hémato, l'AREA, la chirurgie également, mais dans une moindre mesure, et d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà, de voir s'il y a un problème, et s'il y a un problème, de pouvoir y trouver des solutions. Donc, ce qui amène finalement la réflexion sur l'adapto, c'est l'évolution, hein. L'adapto, c'est une molécule qui est sortie en 2006, qui a été qui a été positionnée dans l'arsenal thérapeutique, qu'on a commencé à utiliser en 2007, 2008, voilà, de manière assez sporadique. Puis c'est vrai que depuis 2012, où on parle d'une consommation qui est très très faible, il y a une augmentation de plus de 3000%. Jusqu'à l'année 2021, et on peut déjà voir que donc non seulement il y a une augmentation globale de la consommation des anti-SRM, mais que ça ne remplace pas une autre molécule. Voilà. Pour vous montrer la situation au CHU Clermont-Ferrand, c'est tout à fait sensiblement la même chose. On a une légère diminution de la consommation de vancomycine, mais que la daptomycine supplante largement. Enfin voilà, c'est surcompensé par l'adapto en termes d'augmentation de prescription. Pourquoi finalement s'intéresser à l'adapto par rapport à la vanco ou à la TICO? C'est que la vanco et la TICO, dans les molécules d'établissement hospitalier, vanco TICO c'est du groupe 1, hein, utilisation préférentielle. L'adapto c'est groupe 2, donc molécule à indication restreinte. On peut d'ailleurs se poser la question de cette classification, parce que je suis pas sûr qu'en termes de spectre, on ait vraiment une différence entre les deux. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à une augmentation de 3000%. Donc, si on parle de l'analyse d'une consommation, en partant d'un antibiotique, il faut déjà bien le connaître, hein. Qu'est-ce que c'est? Quel est son spectre? Pour se poser ensuite les bonnes questions, et donc, comme je disais, arriver à la bonne conclusion, de savoir s'il y a un problème ou non. C'est peut-être pas un problème, en fait, hein, qui est plus de 3500% d'apto, c'est une interrogation, mais c'est peut-être pas forcément un problème. Et s'il y a un problème, quelle solution proposer? Donc, première question, j'ai essayé de m'en poser quelques-unes, j'en aurai certainement d'autres à se poser, qui permettent peut-être de mieux comprendre. Alors, première question, avant de s'intéresser à ce qui se passe en local, de la réalité des infections, est-ce qu'on est vraiment sur une surconsommation? On a parlé des DDJ, on voit avec l'Amox que finalement, par rapport à une posologie standard de 3 grammes par jour, la DDJ de l'Amox c'est 2 grammes, donc on a peut-être aussi un problème de DDJ. Est-ce qu'elle a bougé cette DDJ? Bon, pour l'adapto, ça n'a pas bougé. Alors, on sait que l'adapto, la posologie du Vidal est très inférieure à la posologie d'utilisation courante, puisqu'on a la posologie de l'AMM, qui est la posologie de l'infection de la peau et des tissus mous, qui nous intéresse relativement peu en France dans cette indication, et que nous, on l'utilise plutôt à la dose de 8 à 12 mg par kilo par jour. Mais ça, en fait, on le fait depuis le début. C'est quelque chose qu'on fait depuis le début. On a rapidement ciblé pour les bactéries, pour les endocardites, pour les infections articulaires, c'était plutôt une posologie à 8 à 10 mg kilo, 8 à 12 mg kilo jour. Donc, il n'y a pas eu de changement ni des DDJ, ni des posologies recommandées pour cette molécule. Donc, entre le switch d'Apto-Vanco, on l'a déjà parlé tout à l'heure, c'est clairement pas un switch. On a une vraie augmentation une grosse augmentation de la Vanco et globalement des anti-SRM, et une très faible diminution de la vancomycine. Donc, première question, la réponse c'est non. L'adapto ne remplace pas un autre anti-SRM en proportion égale, et il n'y a pas eu ni modification de la posologie recommandée, ni modification des DDJ. Donc là, la réponse, elle n'est pas là. Donc, deuxième question, on a un antibiotique, on a donc des bactéries. Est-ce que c'est une écologie qui change?
Donc, quand on parle d'un anti-SARM, un anti-SRM, eh ben, autant aller voir le SARM. Et une fois qu'on aura regardé le SARM, on pourra regarder les autres bactéries du spectre de la molécule. Donc, si on regarde le SARM, en région ARA, en 2021, toujours sur les données SPARES, on a une très faible proportion du SARM par rapport au Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, de l'entour de 10%. Hein, ça varie sur les établissements, on verra un tout petit peu après, sachant que parmi ces souches, on n'en a que 20% qui finalement, dirait-on, ont une pertinence clinique. En tout cas, sont isolés à partir de prélèvements de plus profonds et de séreux. Donc on a certainement là-dedans pas mal de prélèvements, de portage, d'écouvillonnage, des gîtes microbiens. Voilà. En termes d'évolution, puisque si on parle d'une évolution de consommation, c'est important de regarder l'évolution en termes de prévalence du pathogène, ben là, on voit que c'est exactement l'inverse. Donc là-dessus, clairement, on a perdu, enfin, il y a moins 43% de SARM en établissement de santé. Donc la réponse à l'explosion des consommations de daptomycine n'est clairement pas là. Si on regarde le SARM, moi je nuancerais néanmoins le propos des 10% en se disant quand même que dans certains secteurs, notamment les EHPAD, les soins de longue durée, on arrive aux 50% de portage. Donc un malade qui vient d'EHPAD avec une infection de cathéter, un malade qui vient d'EHPAD avec une infection une endocardite, il faudra peut-être penser au SARM. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours le mettre en perspective avec l'écologie qu'on a à l'endroit où est le patient, à l'endroit où réside le patient, si ce n'est pas un patient qui vient de la ville. Une fois qu'on a regardé ce SARM, donc qui n'est clairement pas l'explication de l'explosion des consommations de dapto, on peut regarder les autres molécules du spectre. Donc, les staphylocoques avec coagulase négative et éventuellement d'autres Gram+, Corinné bacillus. Et là, on va commencer à appréhender un petit peu l'intérêt de la molécule. Ce sont des germes qui vont être responsables d'infections opportunistes ou d'infections de matériel. Voilà. Donc ça sera également un deuxième axe de réflexion, certainement beaucoup plus explicite que le SARM, et on va en parler un tout petit peu après. Alors la troisième question qu'on peut se poser, et on rattrapera du coup nos coagulases négatives et nos infections de matériel, et nos infections opportunistes, c'est de regarder où est-ce qu'on consomme, pour aller voir localement, en fait, dans notre établissement, qu'est-ce qu'on peut aller regarder? Est-ce qu'on a des spécificités géographiques en fonction du service? Donc là, oui, très clairement. Hein. Donc vous avez la maladie infectieuse qui est le consommateur number one. On comprend bien le biais de sélection. On a ensuite l'hématologie qui est un gros consommateur, puis la réanimation, puis la chirurgie. Donc on va s'avancer un tout petit peu plus avant là-dedans en prenant par exemple l'AREA. L'AREA, on a des malades qui arrivent qui sont graves. Je vous ai remis à droite l'une des nombreuses études qui a démontré que la mortalité était directement corrélée au délai de mise en place d'une antibiothérapie adaptée. Donc plus le temps passé sans antibiotique adapté est long, plus le malade meurt. Donc là-dessus, c'est vrai qu'en réa, on va avoir peur du trou du spectre. Le trou du spectre, c'est de ne pas pouvoir couvrir les bonnes bactéries. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer avec la dapto? La vanco, si on doit, pour ceux qui connaissent, la plupart connaissent, la vanco, quand on veut l'utiliser, alors sur une dose de charge, c'est pas très compliqué, mais c'est vénotoxique, c'est néphrotoxique, il va falloir mettre une voie centrale rapidement. Bon, on peut hésiter. Peut-être qu'avec l'adapto, je dis bien peut-être, hein, c'est des hypothèses, peut-être qu'avec l'adapto, on a moins de retenue à mettre un anti-SARM, de fait de sa simplicité d'utilisation. Et en réa, on se prémunit d'un certain trou du spectre. Mettre ça sur une pyélonéphrite, ça n'aura bien évidemment aucun intérêt, mais voilà, en tout cas sur une infection qu'on n'a pas très bien ciblée, pouvoir rajouter un anti-SRM, ça peut être rassurant, ça peut permettre aux malades de s'en sortir plus facilement et avec une molécule qui est simple à utiliser. Par ailleurs, l'AREA, on a beaucoup de cathéters veineux centraux qui sont donc des cathéters, j'ai mis quelques diapos après, qui s'infectent avec des pathogènes qui peuvent nécessiter de la daptomycine.
Donc, pour reparler un peu plus en détail du versus Vanco-Dapto, alors très clairement, la Vanco, la Vanco, elle est à droite, elle en prend plein sa gueule, la Dapto, elle est à gauche, elle a clairement gagné. Pourquoi? Parce que l'adapto, c'est une injection par jour, parce que c'est bactéricide, parce que c'est pas directement néphrotoxique et qu'on a une globale moindre iatrogénique avec la Vanco et qu'il n'y a pas de vénotoxicité ni de besoin de voie veineuse centrale. Donc, ça, à mon avis, c'est une explication, parmi d'autres, hein, d'utilisation plus large, plus facile de l'adaptomycine, un anti-SRM, par rapport à la Vanco. Bon, donc le chaos est très net. Pour reparler des voies veineuses centrales, j'ai fait un petit focus de ce qui s'est passé. Alors le delta est grand, mais j'ai pas beaucoup de données. J'ai 3 points sur la courbe, mais bon, c'est quand même représentatif. Sur le CHU de Clermont-Ferrand, en termes de pose de peak line, c'est pareil. En termes de pose de peak line, c'est la voie veineuse centrale facile et simple que le malade peut emmener à la maison. Bon, on est à plus 50% entre 2012 et 2020. Si on en pose plus, il y aura plus d'infections, c'est mathématique. Si on regarde ensuite à quoi s'infectent ces germes, à quoi s'infectent ces dispositifs, donc ça c'est une étude japonaise sur l'écologie en hémato des infections de KTC versus peak line. Alors c'est pas tout à fait superposable entre KTC et peak line en termes d'écologie, mais on voit quand même une bonne prévalence, plus de 50% de staphylocoque coagulase négative, très souvent résistant à la méthicilline parmi les voies veineuses centrales. Moins sur les pics, alors ça dépend des séries, hein, parce que voilà, nous c'est pas forcément l'expérience qu'on a au CHU de Clermont, mais voilà, donc très clairement, quand on a une infection du cathéter veineux central, on a besoin d'un anti-SRM, et de la même manière, vous suspectez une infection de cathéter veineux central, il est sans certitude, c'est-à-dire que les hémocultures sont en cours, vous n'avez pas encore de preuves formelles, il n'y a pas de tunnélite, il n'y a pas d'infection de la loge, si c'est un porte à 4, c'est facile de mettre l'adapto. Avant, mettre la Vanco, ça demandait quand même un peu plus de réflexion, parce qu'on se lançait dans un truc, en plus, il fallait faire passer du coup l'antibiotique sur la voie veineuse centrale qui était potentiellement infectée, ce qui n'était pas idéal. Donc, voilà, certainement, là aussi, et c'est justifié par l'écologie, mais moins de retenue à déployer un anti. Ça, c'est l'écologie qu'on retrouve au CHU de Clermont. J'ai fait l'extraction sur 2022 et on retrouve une très claire prédominance des staphylocoques à coagulase négative, alors avec des petites disparités en fonction du type de cathéter. Mais voilà, donc là, clairement, si on pense à une infection de cathéter, il faut couvrir les staphylocoques résistants à la méthicilline, comme je disais précédemment, donc il faut un anti-SRM. Donc, si on résume, où est-ce qu'on consomme? En mythe, il y a un médocrutement, des infections asymptotes, des infections de matériel, des infections en échec, pour lesquelles on aura peut-être besoin certainement même besoin de l'adaptomycine. Donc là, on comprend bien qu'on soit le plus gros consommateur. En hémato, on cumule à la fois la présence de nombreux catéveineux centraux et la présence de patients fragiles, et certainement parmi les plus fragiles qu'on ait dans un CHU. Et en réa, vous avez quand même des patients fragiles. Il y a le problème du trou du spectre en cas d'infection sévère, en cas de choc septique, qui peut mettre en jeu le pronostic vital du malade, et la présence de KTC. Autant de raisons qui peuvent amener à prescrire plus de molécules anti-SRM. Quatrième question, cette molécule a-t-elle un recours systématique, un recours protocolisé pour une infection donnée? Donc là, on s'extrait un petit peu du contexte local. Voilà, la question c'est est-ce qu'on a cette recommandation-là d'utiliser cette molécule-là précisément, et avant nous, hein, bien sûr, pour des infections localisées? La réponse c'est clairement oui. Je vous ai mis quelques exemples. Les infections de dispositifs électriques cardiaques implantables, ou en cas de suspicion d'infection, même en l'absence de sepsis, c'est l'adaptomycine qui est recommandée. La vancomycine arrive en deuxième choix. Là, de la même manière, je pense que par rapport au moment, il y a quelques années, quand vous aviez la suspicion de l'infection, fallait vraiment, on attendait peut-être que le malade soit un peu plus grave avant de déployer la vancomycine, parce que c'était compliqué, parce qu'il fallait mettre les cathés, parce qu'il fallait surveiller les taux résiduels, bon, c'était chiant. Voilà, donc là, l'adaptomycine est la fois recommandée, puis c'est plus simple. Si on prend ensuite les infections de prothèses vasculaires, là, on l'associe volontiers à la piperacine tazobactam, et on sait que l'association piperacine tazobactam vanco est plutôt contre-indiquée, parce que maintenant on a pas mal de données pour dire que c'est une association qui est clairement néphrotoxique. Et donc, pour le spectre que l'on veut, je vous ai remis un petit peu l'écologie de ces infections-là à gauche.
pour le spectre qu'on veut dans les infections de prothèse vasculaire, parce que les infections graves, on n'a pas vraiment le droit de se tromper dans ces affections-là, le malade peut mourir. Eh bien, on a l'adapto positionné assez facilement. Une recommandation un petit peu plus récente, les infections sur les spondylodiscites qui viennent de paraître tout récemment, on retrouve l'adapto dans les infections du site opératoire en cas de présence de matériel rachidien. Et là, il est bien précisé que l'association avec la vanco et la piperacillite azobactam ne doit plus être entreprise du fait du risque de néphrotoxicité, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc autant de cas où on a besoin de la daptomycine, où elle est protocolisée, où elle est proposée par les sociétés savantes en première intention dans la prise en charge des infections-là. Et je vous ai mis l'exemple plus local de l'orthopédie des infections sur matériel ostéo-articulaire sur prothèse. J'ai pris que les prothèses, j'ai exclu un petit peu les ostéosynthèses. Alors là, je vous ai pas mis les recommandations parce qu'elles sont un petit peu vieilles, mais on sait que sur un petit peu calqué sur les infections de prothèses vasculaires, d'ailleurs c'est l'inverse, c'est les infections de prothèses vasculaires qui sont calquées sur les infections de prothèses articulaires, mais on a à peu près les mêmes obligations de diffusion, de biofilm, de synergie, puis de spectre. Donc pas de recommandations récentes, mais si on regarde l'écologie que l'on a sur ces infections-là, on voit encore l'intérêt d'une molécule anti-SRM, puisqu'on a un petit peu plus de 20% de staph épi, d'autres staph aqueous négatifs, de corynebactéries, de propioniques qui nécessitent cette molécule-là. Voilà, donc quatrième question, la molécule a-t-elle un recours protocolisé? Oui, très clairement, oui. Donc, si on doit analyser une consommation d'antibiotiques, si on résume un petit peu ça en grandes idées. Donc, ça dépend grandement du type d'établissement screené. Pour l'adapto, on n'aura très clairement pas les mêmes attentes si on va screener un SSR gériatrique par rapport à un établissement qui fait de l'orthoseptique. On va de la vanco pour tous les malades. Voilà. Donc là-dessus, il ne faut pas forcément s'étonner d'un établissement qui va avoir une activité particulière. Cette analyse de consommation n'est pas grand-chose, son analyse des résistances bactériennes qui vont avec, nécessite de bien connaître l'écologie locale, qui n'est pas systématiquement surveillée à la différence du SARM. Les staphylocoques négatifs ne bénéficient pas d'une surveillance particulière, donc on n'a pas de graphique à présenter, mais néanmoins, quand on regarde l'écologie des services et des infections, ils sont là, ces germes, et puis ils sont fréquemment impliqués. Voilà. L'analyse de la consommation donc s'interprète bien sûr en fonction des alternatives disponibles, notamment les anciennes molécules. Bon là, clairement, il n'y a pas vraiment photo en dehors du dialysé où finalement la vancomycine c'est assez facile puisqu'on fait ça en post-dialyse. La daptomycine maintenant l'emporte assez logiquement dans les autres indications en remplacement. Et peut-être donc en plus du remplacement, puisqu'on a bien vu qu'il n'y avait pas qu'un seul remplacement, mais avec une consommation un petit peu plus large, voilà, du fait des facilités d'utilisation. Voilà. L'analyse se comprend également en décortiquant la consommation. On voit très bien la disparité qu'il y a entre différents services et donc doit bien sûr prendre en compte l'état de l'art et notamment les recommandations. Si on prend la recommandation de 2006, l'adapto n'y est pas. Voilà, maintenant elle est partout. Et donc, si on essaye de conclure, parce que c'était peut-être ça qui m'était demandé, même si j'ai pas vraiment d'audit à disposition pour le confirmer, c'est des intuitions, c'est des axes de réflexion. Alors, l'adapto, on a clairement une explosion, 3000%, c'est beaucoup. Dans un contexte où on pose quand même de plus en plus de matériel étranger, des cathéters, des prothèses, des pacemakers, de plus en plus tard, des TAVI, voilà, des procédures quand même qu'on arrive à faire chez des patients de plus en plus âgés, de plus en plus comorbides, et c'est tant mieux parce que ça leur permet de mieux vivre, mais ce sont bien sûr des matériels qui s'infectent. Voilà. Et des infections pour lesquelles les staphylocoques à coagulase négative, on voit bien que finalement le SARM, c'est pas le problème. Donc les staphylocoques à coagulase négative occupent une place importante. Et dans une population globale, ça c'est mon ressenti personnel, je n'ai pas de chiffres non plus à vous présenter, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant d'immunodéprimés, les anti-CD20, les médicaments en rhumato, les greffés, bon voilà, on a quand même des malades relativement fragiles, de plus en plus de matériel implantable. Voilà.
Et donc là, ça serait le côté justification de l'adaptation. On se dit, ah bah oui, oui, effectivement, c'est tout à fait licite, c'est tout à fait logique, donc bah, il n'y a pas de problème. Attention quand même à la possibilité de surtraitement facile, hein. J'ai un malade qui vient avec un pied diabétique. D'ailleurs, les recommandations du pied diabétique sont en cours de finalisation. Il y a l'adapto qui est là, on ne sait pas très bien comment la placer. Bon, un malade avec un pied diabétique, c'est clair que si on met l'adapto, on est tranquille, on va couvrir bien les corinébactéries, les staphes blancs, les SARM éventuellement qui peuvent se balader par là. Généralement, on n'en aura pas besoin, et en tout cas, on peut généralement se permettre de documenter sans forcément mettre des molécules très larges d'emblée, en dehors, bien sûr, des malades qui ont des infections sévères. Donc là-dessus, il faut aussi réfléchir à ne pas la suremployer inutilement. C'est quand même une molécule qu'il faut aussi préserver en termes de sensibilité et pour éviter les résistances. Voilà. Et pour aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, et c'est ma dernière diapo et je conclurai là-dessus, un audit de pertinence en allant étudier les différents dossiers dans les différents services, euh, voilà, pour voir un petit peu, et peut-être qu'on aurait une pertinence dans 100% des cas, mais voilà, ça serait intéressant d'aller voir donc en hémato, regarder 10 dossiers d'apto en maladies infectieuses, en chirurgie, voir si on est pertinent tout le temps, ou s'il y a peut-être des moyens de l'utiliser parfois de manière un petit peu plus parcimonieuse. Voilà, je vous remercie. Merci Clément. On va faire une petite pause assez courte, hein, parce qu'il n'y a pas tant de questions que ça sur le chat. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser des questions là, en passant par le chat qui est en haut à droite, une espèce de petite bulle. Donc on avait une question sur l'intérêt de suivre les consommations, notamment les DDJ en HAD pour les patients, sachant que c'est quand même souvent des prescriptions qui sont initiées dans les services aigus. Et donc, ça, c'est une question pour Olivier. On pourrait te poser la même question pour les SSR, par exemple, qui reçoivent souvent des patients venant d'hospitalisation aiguë et qui suivent en fait les prescriptions qui ont été débutées en hôpital d'aigu. Donc, est-ce que tu as un petit commentaire à faire là-dessus, Olivier? Bon, je pense que c'est pas inintéressant. Après, encore une fois, si on le fait, c'est est-ce qu'on aura des comparatifs, est-ce qu'on pourra voir une évolution? Et après, quelle intervention on a? Comme tu le dis, et comme c'est effectivement le cas, je pense, la majorité des antibiothérapies sont initiées avant, mais peut-être pas forcément, ça mérite d'être discuté, si c'est initié avant ou pas. Et donc les interventions qui permettront d'intervenir sur cette consommation en HAD, elles seront, si elles ne sont pas directement dans l'établissement, c'est un peu biaisé. Mais c'est pas inintéressant, je pense, malgré tout, de le faire, parce que ces patients, je pense que c'est des patients qui sont particulièrement fragiles, des patients qui ont un parcours hospitalier un parcours hospitalier compliqué. Donc ça vaut le coup quand même de voir quelle est la pratique associée d'antibiothérapie pour ces patients. Et c'est un élément, encore une fois, et Clément vient bien de l'expliquer très largement. Je pense qu'une fois qu'on a un chiffre de DDJ, il faudra aller un petit peu plus loin pour faire une analyse complète et en tirer des conclusions et peut-être donc des actions à mettre en place. Mais pour ça, ça me paraît pas inintéressant. Et alors, j'essaye de réfléchir si on a des consommations en HAD qui sont. Je suis pas sûr qu'on en ait, qu'on les annonce comme ça. Il faut que je regarde. Merci Olivier. Alors un petit commentaire qui n'est pas vraiment une question sur l'attention portée sur l'augmentation des effets secondaires avec la daptomycine et notamment l'augmentation des pneumonies éosinophiles. Donc un pharmacien qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier les effets indésirables de la daptomycine, même si on a vu tout à l'heure que c'était une molécule qui avait quand même pas mal d'avantages par rapport à la vancomycine. Et une question d'Emmanuel Forestier, toujours pertinente. Quelles sont les données de résistance des staphes vis-à-vis de la daptomycine? Y a-t-il une progression qui commence à apparaître à la faveur de l'augmentation de la consommation? Donc ça, c'est une bonne question sur l'impact écologique de la daptomycine et c'est forcément Clément qui va devoir y répondre. Bonne question, effectivement. Alors, j'ai pas les chiffres. Après l'expérience que j'en ai, mais on n'est pas dans les plus gros consommateurs de la région. Alors, c'est clairement en train d'augmenter sur le CHU de Clermont, mais on avait regardé ça au CRATB et on était dans ouais,
parmi les moins consommateurs de la région. Donc, moi, j'ai pas constaté d'augmentation, même si on fait pas les CMI systématiquement, sauf en cas d'infection pertinente, hein, une endocardite, truc comme ça. Voilà, mais pour les staphes blancs, c'est quand même rarement le cas. On se contente de savoir s'ils sont sensibles aux résistants. Je vois pas trop de staph, ni aureus, ni blanc résistants à l'adapto. Il y en a, c'est ponctuel. Je dirais que sur la dernière année, il y a 4 quoi, sur le CHU. Voilà. Mais très clairement, c'est des choses à surveiller. Et c'est bien le problème de l'absence de la surveillance systématique comme on peut faire pour le SARM, c'est qu'on n'a pas ces données. On les voit passer via les avis, on les voit passer via notre expertise, mais on n'a pas de, moi, je n'ai pas de chiffres bien définis ni globaux en tête. Voilà, donc ce sera clairement à surveiller. J'ai pas l'impression on ait plus de résistance à l'adapto ou de sensibilité intermédiaire à l'adapto, pas plus que le GISA. Et les GISA, c'est très très rare, en tout cas dans notre établissement. Clément, est-ce que tu veux compléter, peut-être commenter, par exemple, daptomycine et entérocoque, parce qu'il y a eu quelques petits signaux quand même, peut-être? Ouais, daptomycine et entérocoque. Après, alors, je sais pas ce que vous faites dans vos établissements. Nous, je sais que la bactério nous donne pas la CMI. Dans ce cas-là, nous rend sensibles aux résistants, à la demande d'ailleurs. Hein, c'est une molécule qu'il faut tester en plus. Non, je les ai pas, Philippe, les signaux là en tête. Ok. Bon, on va continuer avec la troisième présentation, mais vous pouvez continuer à poser vos questions, on les relève avec Fanny et on reviendra dessus après. Alors, vous avez remarqué, je l'ai pas dit, mais on a respecté une parité absolument nickel entre intervenantes et intervenants, donc ça va être le tour des dames. Et donc, c'est Florence Gourdon qui va nous parler de comment elle analyse ses consommations dans son établissement. Donc, Florence, je vous laisse vous présenter et merci pour votre présentation. Bonjour à tous, Florence Gourdon, donc je suis médecin infectiologue et hygiéniste un petit peu sur le centre hospitalier de Vichy. Je vais partager mon truc, si j'y arrive. Au moment où tu fais partager, normalement, tu dois avoir le choix entre l'écran de l'écran que tu veux partager. Il faut que tu cliques dessus. Il faut que tu ouvres déjà le fichier que tu veux partager. Hein. Oui, il est ouvert. Est-ce que vous le voyez là? Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Tu peux mettre en plein écran si tu peux en diaporama. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout bon? Donc, je travaille sur l'hôpital de Vichy depuis 2013 et la surveillance des consommations antibiotiques est déjà une pratique présente dans l'établissement depuis quelques années avec initialement l'outil du CECLA Sud-Est, puis après on est passé à l'utilisation de Consores. Alors, nous sommes un établissement de taille moyenne petite. J'étais la seule infectiologue sur l'établissement pendant un certain nombre d'années. Donc, autant dire que j'ai toujours essayé de limiter un petit peu le temps d'analyse de ces consommations. Et j'ai fait des choix, notamment sur la limite d'analyse en détail de ces consommations. Alors, en général, je fonctionnais par étapes, en commençant essentiellement par l'analyse globale de l'établissement. Et c'est vrai que ces outils ont un énorme avantage de permettre une comparaison par rapport aux autres établissements et de repérer finalement des situations anormales, plus que de donner un reflet exact de la qualité de la prescription antibiotique dans l'établissement.
Après cette analyse globale, j'affine un petit peu, j'affine avec l'analyse par molécule antibiotique et par secteur d'activité. Je ne fais pas d'analyse par service. J'avais fait quelques tentatives, mais je n'ai pas retrouvé de pertinence sur l'utilisation pour différentes raisons. Tout d'abord, vous avez quand même des services qui ont des très faibles consommations et il suffit de 2-3 patients atypiques pour modifier fortement ces consommations. Et c'est difficile, vous ne repérez pas finalement facilement de prescription antibiotique anormale. L'autre problématique. Florence, excusez-moi, je vous interromps parce qu'on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez monter un peu le son de votre micro, c'est possible? Je vais essayer, ça doit être possible. Désolé. Est-ce que c'est mieux? Pour moi, oui. Ah, Allez-y, excusez-moi. Non, peut-être. Est-ce que vous avez toujours le diaporama à l'écran? Oui, on le voit là, c'est bon. D'accord. Donc, pour en revenir à l'analyse effectivement par service, j'arrivais pas à obtenir de résultats pertinents. Tout d'abord, effectivement, pour déjà des problématiques des fois d'assez nombreux services avec des très faibles prescriptions perturbées parfois par juste 3-4 patients avec des pathologies inhabituelles. L'autre problématique sur ce type d'établissement, c'est qu'on a beaucoup de services qui ont des activités mixtes sur des secteurs d'activité parfois différents et il est souvent impossible de faire la part des choses de la consommation antibiotique entre l'une et l'autre des activités. Donc, descendre un petit peu plus bas que le secteur d'activité n'apportait pas d'informations précises. Ces informations, quand je voulais les souhaiter, il fallait que j'aille directement dans le service les récupérer. Donc, en général, je m'arrêtais au niveau de l'analyse du secteur d'activité. Alors, pour ce qui est de la consommation globale annuelle, est-ce que vous avez la consommation globale annuelle du visu? Ouais. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné les dernières années, de 2017 à 2022, nous avons sensiblement une consommation globale qui évolue peu, qui n'a pas diminué en tout cas. Et vous avez au-dessus la consommation globale des établissements équivalents. Et là, en l'occurrence, j'ai sélectionné les centres hospitaliers de plus de 300 lits. Donc, nous nous sommes situés dans la moyenne de ces établissements, avec une consommation globale qui n'a pas d'atypie particulière à ce niveau-là. Alors, pour aller un petit peu plus loin, alors c'est toujours plaisant d'avoir ce genre de résultats, même si ce n'est pas parfait. Pour aller plus loin, on peut faire une analyse trimestrielle, et c'est là où je vous montre un petit peu le diaporama de notre surveillance globale trimestrielle, qui est quand même un petit peu plus complexe. Vous voyez que, par exemple, pour le premier trimestre 2020, on a une augmentation de cette consommation. Et ce biais-là, la seule explication qu'on ait réellement trouvée, ce n'est pas une erreur de saisie des volumes de consommation, mais l'ouverture de services pour l'épidémie Covid avec l'ouverture de dotations. Et je vous rappelle que la consommation est établie à partir des commandes pharmacie. Là, vous voyez que sur le trimestre, par exemple, sur l'année 2021, on n'a pas été en situation de pouvoir remplir de façon trimestrielle les consommations et vous n'avez pas, dans ce cas-là, des données
mais vous conservez la possibilité d'avoir une donnée annuelle. Alors, concernant l'analyse par antibiotique, vous avez la possibilité de faire soit une analyse par famille, pénicilline, différentes céphalosporines, carbapenem, et vous avez la possibilité, à partir de ces données, de vous comparer aux autres établissements à partir des données P25, P75, ce qui vous permet éventuellement d'affiner votre analyse de consommation en essayant de repérer des déséquilibres dans les produits utilisés. Là, en l'occurrence, on restait sur des consommations équivalentes ou parfois un petit peu plus faibles que les établissements comparables. Alors, pour aller encore un petit peu plus en détail, on peut faire l'analyse, on peut regarder par molécule elle-même, qui permet de cibler déjà la liste des molécules critiques qui sont plus particulièrement ciblées. Et donc, vous voyez, au niveau de notre résultat, on a une des molécules qui apparaît quand même un petit peu forte en consommation, qui est le céfixime. Ça ne veut pas dire grand-chose comme cela. Et pour aller plus loin, effectivement, il faut aller voir qui consomme ce médicament et aller, ici, ça concerne plus particulièrement un service, préciser un petit peu quelle est la logique d'utilisation et si ça correspond à une pathologie donnée ou un protocole thérapeutique qui est discuté de cette pertinence. Mais cette analyse-là permet avant tout de repérer des prescriptions inhabituelles ou outliers et d'inciter à aller voir un petit peu plus loin. Mais pour préciser un petit peu les choses, il faut aller directement vers le service et voir un petit peu ce qui se passe localement. Ensuite, en termes d'analyse, on voit la prescription globale, je regardais la prescription globale d'antibiotiques par secteur d'activité. Alors, réanimation, ça correspond chez nous à un seul service. Nous avons plusieurs services de médecine, 2 services de chirurgie, un service de pédiatrie. Vous avez la possibilité de faire pour toutes les activités, gynéco-obstétrique, séjour, psychiatrie. Et donc, nous n'avons pas décelé de problématiques particulières sur ces secteurs d'activité. Par contre, nous avions une activité SSR, enfin, nous avons une activité SSR dans notre établissement qui concerne 2 services. Et de façon historique, hein, même avant 2017, nous avons une consommation qui est clairement plus élevée que la moyenne nationale. Avec, avant 2017, déjà une réflexion sur le sujet, la rencontre des prescripteurs, la diffusion de recommandations qui, comme vous voyez, n'avaient pas eu d'impact particulier sur cette consommation. Donc, en 2020, j'ai eu la chance de pouvoir disposer d'un interne de spécialité plutôt en fin de cursus et nous avons décidé de passer systématiquement dans ces services 2 fois par semaine pour discuter de l'ensemble des prescriptions antibiotiques. Nous allons débuter par une analyse prospective des prescriptions pour essayer d'avoir une photographie plus détaillée des prescriptions avec, je dirais, trois constatations plus importantes qui étaient premièrement que ce service recevait tous les patients des services d'orthopédie qui sortaient avec des traitements antibiotiques pour des infections ostéo-articulaires. Donc, il y a quand même une grande part de prescription antibiotique qui était de la continuité de la prise en charge du court séjour avec des transferts qui pouvaient se passer quand même assez rapidement à G5, G7. Et des patients qui peuvent rester de façon prolongée dans ces secteurs. Les 2 autres anomalies éventuellement qui ont été constatées sont une surprescription
dans le domaine des infections urinaires et notamment une prescription sur des bactériuries asymptomatiques. Et également une durée de prescription antibiotique dans les infections respiratoires qui dépassait fréquemment les 7 jours recommandés. Alors, c'est une intervention qui a duré 6 mois. C'est quelque chose qui a été possible parce que d'abord, nous avions les ressources humaines. Ensuite, les médecins des services étaient tout à fait favorables à ce type d'intervention et que notre interlocuteur, notre intervenant était quelqu'un de diplomate, bienveillant, ce qui a permis d'avoir un fonctionnement de très bonne qualité. Et vous voyez que finalement, on a pu quand même avoir un impact sur la prescription de ces secteurs d'activité. C'est pas complètement efficace, mais avec la mise en place des protocoles, on a quand même quelque chose qui dure un petit peu dans le temps. Est-ce que ça durera toujours? C'est difficile à dire. On n'a pas pu renouveler cette expérience, mais en tout cas, l'ensemble, que ce soit nous ou les secteurs SSR, sommes très contents de la collaboration et ils sont même très demandeurs pour qu'on revienne sans qu'on puisse pour l'instant répondre à leurs demandes. Alors, l'autre élément qui me paraît intéressant dans l'utilisation de son outil, de l'outil ConCRS, c'est la mise en place des surveillances de résistance bactérienne, qui sont quand même un petit peu plus exhaustifs qu'au préalable. Là, je vous ai mis sur ce schéma l'évolution des résistances entre 2018 et 2021 du SARM. En courbe bleue, vous voyez qu'on a quand même historiquement un taux qui est quand même un petit peu plus élevé que par rapport à la moyenne nationale. Et au niveau des entérobactéries, un taux un petit peu plus faible. Alors là, la courbe grise, ce sont les Escherichia coli, résistance céphalosporine de 3e génération. La courbe verte, ce sont les Klebsiella. Et comme vous pouvez voir, on a une problématique qui concerne quand même les entérobactères, avec une augmentation des résistances qui est assez importante. Pour lequel on peut d'ailleurs se poser la question de notre consommation de céphalosporine, qui reste plutôt stable dans le temps. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette surveillance de résistance, outre l'évolution des courbes, c'est les tableaux qu'on peut obtenir sur la sensibilité de certaines bactéries aux antibiotiques. Et vous voyez que vous avez la liste notamment des céphalosporines, des quinolones, des bactéries, des carbapénèmes vis-à-vis de l'entérobactère cloaquée. Et ça nous permet de discuter ou de modifier des protocoles de service lorsqu'on a la chance de pouvoir disposer d'identification rapide pour adapter au mieux le traitement antibiotique ou le traitement probabiliste. C'est des choses qui peuvent concerner effectivement des secteurs notamment comme la réanimation. Même chose pour le Pseudomonas aeruginosa, où on surveille effectivement la sensibilité des différentes molécules qui peuvent être proposées et permettre une réévaluation des protocoles thérapeutiques, principalement en réanimation. Pour terminer, vous avez un tableau d'évolution un petit peu de consommation dans le temps des antistaphylocoxiques. Je vous ai mis un petit peu un tableau correspondant. J'y ai mis et les molécules anti-SASM et les molécules anti-SARM. Effectivement, on constate la même chose que Clément, hein. Une baisse progressive de l'utilisation de vancomycine, une augmentation assez nette de l'utilisation de daptomycine, qui n'est pas expliquée par l'évolution du pourcentage effectivement SARM, avec certainement des protocoles qui incluent beaucoup plus la daptomycine qu'au préalable, mais également, je pense aussi, une facilité d'utilisation qui effectivement freine moins le prescripteur en termes de traitement probabiliste.
Pour conclure, cette analyse des consommations, je pense que pour moi, elle est intéressante dans l'évolution dans le temps et comparativement par rapport aux autres établissements. Elle ne permet pas de dire si votre qualité de prescription est bonne ou pas bonne, mais elle va vous permettre de repérer quand même des situations anormales qui doivent être à ce moment-là plus explorées en se rapprochant du terrain. Mon expérience, c'est que la diffusion de recommandations ou de l'échange oral a peu d'impact sur les pratiques de prescription. Et finalement, si on veut arriver à avoir un impact, il faut aller sur place de façon répétée, dans la mesure où on a les moyens de le faire et une demande de la part des équipes. L'autre élément intéressant depuis l'utilisation de Consores est l'évolution du profil des résistances bactériennes, qui me paraît très pertinente et qui intéresse l'ensemble des services. Après, c'est un outil effectivement qui donne un profil global des commandes et non des consommations. Il faut se méfier des problèmes de saisie, il faut se méfier des problèmes de répartition au sein des services. Et donc, ne pas prendre l'analyse brute comme un élément certain et toujours essayer de retourner vers le service pour voir la réalité du terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'intervention. On va enchaîner tout de suite sur la dernière intervention avec Virginie Vitra, qui est infectiologue à Annecy, qui va pouvoir se présenter et qui va nous montrer un petit peu comment ils arrivent ou ils n'arrivent pas, mais je crois qu'ils y arrivent, à valoriser leur bilan et notamment comment est-ce qu'ils le présentent au service pour essayer de motiver les troupes. Donc Virginie, c'est à toi et merci pour ta présence. Bonjour à tous. Donc moi je suis Virginie Vitra, infectiologue donc au centre hospitalier Annecy-Genevois qui a deux sites, un site à Annecy et un site à Saint-Julien. Alors je vais essayer de partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez le diaporama? Ouais, c'est bon, c'est parfait, vas-y. Donc, je vais vous présenter une expérience que nous avons réalisée donc, au centre hospitalier Annecy-Genevois. Je vais revenir un tout petit peu sur l'historique du dispositif. Alors, je ne peux pas passer les diapos par contre. Que se passe-t-il? Eh ben, à la main dessus, je pense. Ouais. Ah, ça y est, c'est parti. C'est bon, c'est passé. C'est passé. Donc nous, on a la chance d'avoir eu un poste créé pour le bon usage des anti-infectieux en 2011 et donc je suis arrivée sur ce poste-là en 2011 et on a mis en place une structure qu'on a appelée l'équipe opérationnelle d'infectiologie qui est en fait la cellule effectrice de la commission des anti-infectieux. Cette équipe opérationnelle, c'est une équipe pluridisciplinaire qui associe les infectiologues, les hygiénistes, les microbiologistes, les pharmaciens cliniciens et ponctuellement le service qualité ou d'autres services. Donc cette équipe opérationnelle, elle se réunit plus fréquemment que la commission des anti-infectieux avec des réunions mensuelles et elle va mettre en application la politique de bon usage qui va être décidée et la commission des anti-infectieux vient plus en validation. Avec, je ne vais pas vous détailler tout le dispositif, mais des interactions avec le laboratoire, la pharmacie, les cliniciens évidemment, et puis depuis plusieurs années, des services avec qui on a des liens un peu privilégiés de par leur appétence pour l'infectiologie, on va dire, la réanimation, l'hématologie et puis la chirurgie. Alors, ça ne passe toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Ben, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure qui a passé la diapo. Ah, ça y est, alors cette fois, j'en ai passé trop. C'est bon. Courage. Alors, avant 2022, historiquement, on communiquait les résultats des consommations résistances, les résultats des audits aux chefs de service par mail.
Les DDJ étaient peu compréhensibles pour beaucoup, on avait d'ailleurs rarement de retours, les mails n'étaient pas toujours lus et c'était difficile d'échanger, de nuancer sur ces consommations ou ces résistances par mail. Donc il n'y avait pas vraiment d'échange avec les prescripteurs. En parallèle, on communiquait en commission médicale d'établissement et en commission des anti-infectieux, mais en commission médicale d'établissement, il y a un auditoire médical assez restreint avec beaucoup de directeurs et d'administratifs, et donc on ne touchait pas complètement l'auditoire qu'on voulait toucher. Et on avait cette communication, enfin ce rendu personnalisé pour les services dans lesquels on passait régulièrement, donc en réanimation, en hématologie, avec une fois par an une analyse de leurs données de consommation résistance avec eux. Et ça ne nous convenait pas complètement, on voyait bien que ça n'avait pas d'impact, on le faisait un peu parce que c'était réglementaire à l'époque dans le cadre du je ne sais même plus comment ça s'appelait, l'IKTB. Oui, c'était l'IKTB. Et en 2019, on a commencé à réfléchir sur une évolution des modalités de cette communication pour avoir un petit peu plus d'échanges et puis analyser les choses un petit peu plus finement. Et on a mis en place donc, une stratégie un petit peu combinée qui associait une communication globale sur le risque infectieux, c'est-à-dire une communication sur le versant hygiène, sur le versant antibiotique et sur le versant vaccination, et une communication qui associait et les résultats d'audit et les données de consommation résistance et éventuellement d'autres indicateurs qui nous paraissaient pertinents ou protocoles d'utilisation d'anti-infectieux. Il nous paraissait important de pouvoir délivrer des messages adaptés, personnalisés, et également de mettre en place une communication en face à face avec les prescripteurs, plus que par mail ou à l'occasion d'une communication un peu descendante en instance, pour pouvoir expliquer et affiner un petit peu ces données. Et donc en 2019, on avait fait une première expérimentation en attribuant à chaque service de soins un référent infectiologue, un référent hygiéniste et un référent pharmacien clinicien. Les pharmaciens cliniciens étaient déjà organisés comme ça de leur côté. Et on avait en 2019, chaque infectiologue référent avait analysé finement les consommations, données de consommation et résistance pour les services dont il était référent. Et ça avait permis un rendu individualisé à certains services d'après les données qu'on avait analysées. Donc si on avait vu des choses un petit peu surprenantes, on avait organisé des réunions ponctuelles avec certains services. En 2022, donc en post-Covid, on a décidé, avec les hygiénistes qui étaient assez moteurs dans cette démarche, d'organiser des rencontres annuelles pour tous les services de soins. Donc ces rencontres ont été organisées entre, d'une part, un trinôme infectiologue, hygiéniste, pharmacien, clinicien, et d'autre part, les prescripteurs des services, le ou la cadre, et idéalement, le référent hygiène et vaccination, qui sont des référents paramédicaux. Pour préparer ces réunions, on avait réalisé un questionnaire d'une vingtaine de questions. Il y avait un questionnaire adapté paramédicaux et un questionnaire adapté médecins, qui était un questionnaire qui leur était envoyé en ligne par mail en amont de la réunion, sur lesquels on les interrogeait sur des questions un petit peu théoriques, sur les durées de traitement antibiotiques, sur les précautions complémentaires d'hygiène dans différentes situations, mais également sur leurs attentes en termes notamment d'échanges sur certains protocoles ou de besoins concernant la vaccination pour leurs patients. Et lors de ces réunions, on avait prévu d'aborder différents points, donc des rappels sur les nouveautés en hygiène et en infectiologie, des rendus d'indicateurs personnalisés, dont la consommation, les données de consommation en résistance. Les pharmaciens cliniciens faisaient un petit point sur l'optimisation pharmaceutique, et puis on abordait également les questions de la vaccination des patients et des professionnels, et tout ça nous a permis de passer un certain nombre de messages en vue de la certification qui est prévue en juin cette année chez nous. Alors pour chaque réunion, en amont de la réunion, les trinômes s'occupaient de toute l'organisation logistique, donc fixer la date et trouver une date à laquelle les services étaient disponibles. On essayait de se caler autant que possible sur une réunion existante dans le service pour avoir le maximum de prescripteurs présents. On envoyait le questionnaire auquel ils devaient répondre par mail 15 jours avant la réunion et on préparait un diaporama qui reprenait leurs indicateurs personnalisés, dont les données de consommation résistance. Il y avait aussi l'ICSHA, il y avait un certain nombre d'indicateurs sur le plan hygiène, et on leur proposait une petite synthèse de la réponse au questionnaire pour éventuellement discuter des points qu'ils avaient souhaité aborder. Et après la réunion, donc chaque responsable de trinôme envoyait une petite synthèse des principaux points abordés et des axes d'amélioration envisagés. Donc
Là, c'est juste un exemple. Les questionnaires en ligne, on a recueilli 180 réponses. Donc, une des questions, par exemple, c'était quelle est la durée totale d'antibiothérapie recommandée dans le traitement d'une pneumonie communautaire de l'adulte hors légionnelle et tuberculose. Donc, vous voyez les réponses qui s'affichent. Et je vais vous présenter quelques diapos d'un diaporama pour le service X. Donc, une des diapos concernait la présentation de ces données consommation-résistance par l'extraction des rapports via l'outil Consorez. Donc, vous voyez là ce service avec une diminution globale de la consommation entre 2015-2021 et puis après une analyse par molécule. Donc, ça nous permettait d'échanger avec eux sur la consommation de leurs différentes molécules, sur les indications et notamment s'il y avait des variations importantes, d'analyser un peu plus finement les choses. On leur présentait également les résultats des audits réalisés à l'échelle de l'établissement. Donc ça, ce n'est pas des résultats par service, ce sont des résultats globaux avec les deux audits, que ce soit l'audit CAQES ou l'audit HAS concernant les antibiothérapies de plus de 7 jours non justifiées. Vous voyez qu'on a encore une petite marge de progression. Et puis également des données de résistance présentées donc, par les hygiénistes en partenariat avec le laboratoire, avec donc ici pour le service X par exemple, les résultats. Alors là je vous dis des bêtises, c'est les résultats de l'enquête nationale de prévalence par contre, j'ai pas fait attention, auquel on a participé donc en juin 2022 et donc on leur présentait des données. Alors par service, ça ne veut pas dire grand chose vu le nombre de patients, mais ça permettait encore une fois d'échanger un petit peu sur les infections associées aux soins et les antibiothérapies dans leur service. Et voilà donc les données de résistance qui étaient pour chaque service comparées aux densités d'incidence nationale et puis éventuellement à des services qui pouvaient être intéressants en termes de comparaison, même si le service X, là en l'occurrence, c'était un service de médecine polyvalente et pas du tout un service de réanimation, mais c'était pour leur donner un ordre d'idée, donc on avait mis quelques chiffres pour leur donner des références. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, c'est vraiment pour vous présenter plus globalement la démarche. Alors, ce qui nous a paru vraiment intéressant sur ces rencontres, c'est qu'on a pu rencontrer 31 services cliniques, donc tous ceux qui ont été sollicités ont accepté la rencontre, avec des rencontres qui sont étalées en tout sur quasiment 6 mois. Que globalement, tous ceux qui ont participé à ces échanges ont rapporté des échanges vraiment de qualité dans la grande majorité des cas, qui ont permis une analyse personnalisée donc des besoins et des indicateurs adaptés aux pratiques, et notamment donc une discussion un peu fine des consommations résistances quand il y avait des choses à discuter. Le caractère pluridisciplinaire des réunions était vraiment intéressant, que ce soit pluridisciplinaire parce qu'il y avait des hygiénistes, des infectiologues et des pharmaciens, ou pluridisciplinaire parce qu'on avait du médical et du paramédical. Ça a été globalement apprécié par les services qu'on a rencontrés. On n'a pas pu faire d'analyse du questionnaire envoyé en amont par service parce qu'on avait trop peu de réponses par service, mais à l'échelle de l'établissement, c'est des données qui sont intéressantes, qu'on a analysées et sur lesquelles on s'appuie pour mettre en place un certain nombre d'actions. Et on va s'appuyer donc sur cette première expérience pour proposer un suivi personnalisé de certaines actions en fonction de ce qu'on a pu mettre en évidence lors de ces rencontres. Le point faible, évidemment, c'est la grosse limite et c'est probablement pas reproductible dans tous les établissements, c'est que c'est très chronophage, ça mobilise beaucoup de personnes. Nous, on a pu le faire parce qu'il y avait déjà une organisation, une structuration donc, de cette équipe opérationnelle et des hygiénistes qui avaient une équipe qui s'était bien renforcée. Donc, ça nous a permis d'aller rencontrer tous les services, mais c'est chronophage. On a prévu de reproduire ces rencontres, mais en ne réalisant que la moitié des services chaque année en alternance. Et donc, en 2023, on va reconduire ces rencontres sur la moitié des services, en ciblant les services pour lesquels il y avait des actions d'amélioration les plus urgentes, on va dire, à mettre en place. Et donc, voilà, au-delà de ces limites d'action très chronophages, c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup pour la connaissance des services, le lien. Alors, c'est des services qu'on voit déjà au quotidien sur les avis infectieux et les hygiénistes également. Mais là, voilà, d'avoir cette rencontre en équipe avec une approche un peu plus globale, c'était vraiment intéressant et je suis disponible pour des questions éventuelles. Je vous remercie.
Merci Virginie pour ta présentation et ce partage d'expérience. Il nous reste précisément 9 minutes pour un temps d'échange et des questions. Il y a 2 questions et remarques à propos de Consores, peut-être pour Olivier. D'abord, est-ce que tu as des infos sur le devenir de Consores? Et ensuite, c'est plutôt une réflexion sur l'utilisation des remarques. On ne sait pas combien d'établissements participent, quels sont les CHU et comment ils exportent leurs données. La limite à 300 lignes me paraît inadaptée. On ne connaît pas le type d'activité. Voilà, si tu peux répondre à ces questions, je te remercie. Alors pour la première question, non, j'ai pas de perspective. Enfin, oui, j'ai pas d'informations précises. Je sais pas si Philippe ou Anne, je crois que Anne est là aussi. Si vous avez des infos sur la direction qui va être prise, bon, j'imagine qu'ils vont essayer de reproduire le Consores actuel avec toutes les qualités qu'il a, mais on va en rediscuter avec la deuxième question. Je sais pas, Philippe et Anne, est-ce que vous avez des infos plus précises sur les directions qu'ils vont prendre et l'outil qu'ils vont nous proposer? Moi, j'ai pas d'infos précises. C'est une bonne question, hein. Je m'étais dit, il faut que je les appelle, mais je l'ai pas fait. Ouais, j'ai laissé la parole à Anne qui est présente, mais non, moi j'ai pas Non, d'infos. vas-y. Si tu as du précis, moi j'allais dire que j'avais rien de. Bon, bah, tu vois, tu réponds la même chose que moi. En Voilà, fait. ils avaient jusqu'à la fin de l'année, ils assurent que voilà, les bases de données existent encore et sont disponibles. Donc tous les établissements ont intérêt à extraire leur propre data s'ils veulent sauvegarder leurs fichiers propres, hein, et avoir un archivage de leurs données. Et sinon, je crois qu'il y a le nouvel appel à projet de santé publique France avec, je sais qu'il y a une somme qui est one shot, comme on dit, qui sera versée la première année aux missions qui en feront la demande pour pouvoir avoir un nouveau prestataire, un nouveau logiciel, mais ça se fabrique pas en 5 minutes, quoi. Donc, et puis, je sais pas combien. Après, il va falloir reconfigurer. Enfin, je sais que ça avait pris un temps fou de reconfigurer tous les systèmes informatiques des établissements pour pouvoir avoir toutes les UF dans Consores. Donc ça prendra du temps aussi. Et donc, j'ai un gros point d'interrogation, hein, sur la surveillance de l'année prochaine. Il y aura un gap, hein, je pense, il y aura un trou Sûrement. inévitable. Je pense que t'es pas la seule à t'interroger là-dessus, hein. Le temps que ça se mette en place et tout, va y avoir sûrement une période de latence un peu compliquée, hein. Il y avait un une arbitrage financier, quoi. Il y a 500 000 euros pour l'ensemble des logiciels de surveillance de France, donc c'est difficile. Alors, il y avait une question, mais il y a une réponse dans le même temps sur l'intégration des prescriptions d'antifongiques et le suivi de la résistance aux antifongiques dans le nouvel outil. Donc ça, effectivement, normalement, c'est prévu, mais ça rejoint ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'informations sur la mise en place du nouvel outil, à partir de quand, mais normalement, les antifongiques seront pris en compte dans le nouvel outil. Moi, j'avais une petite question sur Attends, il y avait ouais. la question de Gilles. Enfin, les réticences de Gilles là, à utiliser Consores, bon, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question qui lance. Je le rejoins un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on définit un établissement, pour autant, ça donne pas exactement sa typologie. Et on sait très bien qu'il y a des établissements qui sont étiquetés CHU alors qu'ils sont affiliés à un CHU sans en avoir toutes les caractéristiques. Et du coup, leur consommation n'est pas vraiment le reflet de ce qu'on peut attendre d'un CHU. Donc effectivement, je pense que c'est une approche grossière, on va dire. Et pour affiner les choses, je pense que c'est pas inintéressant. Vous avez certainement des collègues qui travaillent dans tel ou tel établissement, de décrocher le téléphone et de dire mais toi tu as quoi comme DDJ sur tel site ou tel secteur ou telle molécule pour avoir quelque chose qui soit plus précis en termes d'évaluation. Mais effectivement, encore une fois, c'est un outil peut-être grossier qui a le mérite d'exister et qui donne quand même un certain nombre d'orientations. On ne peut pas tout lui demander. Enfin, tant qu'il existe, puis après il ne va plus exister, on espère que l'autre sera au moins aussi performant, j'espère beaucoup plus performant. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, mais aucun souci. Non, mais moi je partage cette difficulté de comparer avec les autres établissements que tout le monde connaît. Oui, alors moi j'avais une petite question qui est quand même un peu idiote sûrement, mais
Dans ConsoRest, je ne sais pas ce que donnera le nouvel outil, il y avait la possibilité de suivre les consommations soit de façon trimestrielle, soit de façon annuelle. Faisant partie de la catégorie des paresseux, moi j'ai toujours trouvé que c'était une fois par an largement suffisant. Et donc je voulais savoir s'il y avait des gens qui suivaient leur consommation de façon trimestrielle et est-ce qu'ils y arrivaient et qu'est-ce qu'ils en faisaient. Voilà. Donc je ne sais pas, Florence Gourdon, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous les suivez de façon trimestrielle ou annuelle les consommations dans l'établissement? Alors, on rentre les données de façon trimestrielle, Ouais. mais en pratique, j'analyse sur les données annuelles, hein, trimestrielles. Sur le plan trimestriel, je ne vois pas très bien comment je peux m'en servir. Ouais. Ok. Et vous, Virginie et Anne-Sophie? Non, nous, on les analyse que annuellement, une fois par an. D'accord. Ok. Et on n'a pas, de toute façon, les données d'activité, elles sont consolidées une fois par an. Enfin, les pharmaciens nous disent que c'est impossible de les avoir en trimestriel, donc même si on voulait, on ne pourrait pas. Ok. Virginie, tu as quand même montré que vous aviez fait beaucoup d'efforts là pour essayer de valoriser tout ce que vous faites et puis d'impliquer les services. Une question que je te posais, c'est est-ce que vous avez réussi un peu à déléguer le travail dans certains services? Est-ce que vous avez par exemple réussi à individualiser dans certains services motivés des correspondants de services qui pourraient un petit peu relayer la bonne parole que vous voulez diffuser dans les services? Je ne sais pas si ma question est très claire. Mais... Oui. Alors oui, sur la vaccination, on a une politique vaccinale où on essaye, enfin, que ce soit au niveau des professionnels ou au niveau des patients, de vraiment développer la vaccination. Donc là, on a des référents médicaux dans chaque service et paramédicaux qu'on forme une fois par an et qui après sont en autonomie pour mettre en place les actions dans leur service. Ils peuvent nous solliciter si besoin. Après, sur le côté, alors oui, sur les protocoles aussi dans certains services qui sont vraiment très habitués à l'infectiologie, donc côté réanimation, hématologie, en médecine polyvalente où ils ont plus de 50% des patients qui sont là pour une problématique infectiologique. Oui, on a des correspondants locaux qui œuvrent au quotidien. Après, pour les données de consommation, résistance et les audits, non, c'est plus compliqué. Hein. Ok. Il y avait une autre question sur ConsoRes. Comment utiliser ConsoRes en HAD hors PUI, sachant qu'ils n'ont pas de pharmacien ou un équivalent? Olivier, si tu as une idée. Oui, non, c'est difficile quand on n'a pas de pharmacie qui collige toutes les données. C'est vraiment compliqué d'adhérer à ConsoRes. Donc c'est sûr que si dans votre HAD vous avez les fournisseurs d'antibiotiques sont dispersés, c'est mission impossible d'arriver à évaluer la consommation. Donc moi à ce moment-là, si je peux me permettre, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de passer tout de suite à la phase d'après, c'est-à-dire, on l'a tous vu, ConsoRes donne une indication, mais après ce qui est pertinent, et c'est ce que Virginie a bien expliqué, c'est la rencontre avec les équipes, l'analyse des pratiques, et c'est peut-être, si on voulait faire un travail d'évaluation de l'antibiothérapie, c'est peut-être directement cette phase-là qu'il faut aller. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de PUI, c'est compliqué d'analyser les données, en tout cas avec ConsoRes. On se retrouve un peu avec le même problème pour les établissements médico-sociaux, les EHPAD. Il y a des EHPAD qui peuvent adhérer qui ont des PUI, en particulier ceux qui sont associés à un établissement de santé, versus les EHPAD qui n'ont pas de PUI. Et là, on est dans une autre démarche pour essayer d'évaluer cette consommation antibiotique. Ok. Clément, j'ai une dernière question pour toi. Ah, il y en a une. Oh, 2 questions sur le chat. Alors, c'est les questions sur le chat qui sont prioritaires. Alors, attendez, j'arrive à comprendre. Imaginez chercher par ATC toutes prescriptions qui sont informatisées et analysées ensuite. Ouais. Ok. Oui, alors Clément, moi, la question que je voulais te poser, qui est un peu provoque, mais en fait, il y en a 2. Puisque tu as quand même pas mal corrélé la daptomycine et le staph coagneg, finalement, est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas courir cette bactérie qui est quand même pas extrêmement virulente et qui tue pas beaucoup de patients? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dérive sur les antibiothérapies prohabilistes? Parce que maintenant que la dapto est facile à prescrire, comme tu l'as bien dit, on se lâche pas mal. Et peut-être qu'il y a un message d'éducation à porter là-dessus. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fera le jour où il y a une rupture de stock de daptomycine? C'est sympa la question.
Alors, sur la pathologicité de ces germes-là, c'est vrai, mais voilà, c'est quand même à mettre en perspective aux infections de matériel qui sont, elles, de plus en plus nombreuses, à mon avis, hein, et qu'on a du mal à pas traiter. Enfin, voilà, c'est quand même délicat. Après, ce qu'il faudrait peut-être surveiller, c'est ça, plutôt que le SARM dans les années à venir, c'est peut-être les infections à staph coagulase négative, pour voir déjà, comme disait Emmanuel, quelles sont les résistances de ces germes-là aux molécules utilisées, parce que finalement, si c'est elles qu'on couvre, c'est elles qu'il va falloir surveiller, tout en continuant à surveiller le SARM, bien sûr. Et puis voilà, pour pouvoir se dire, est-ce que l'augmentation des consommations, elle est justifiée ou non? Peut-être qu'il y a d'autres alternatives, peut-être qu'il y a des attitudes plus attentistes à avoir, et peut-être que il y a même sur ces infections de matériel différents degrés d'urgence qui permettraient de hiérarchiser. Voilà. Mais après, on va complexifier les protocoles, ça va être plus compliqué. Et par exemple, pour le cas que je connais bien des infections ostéo-articulaires, le problème c'est quand tu changes le matériel, il faut que tu aies une antibiothérapie adaptée. Le trou du spectre, il n'est pas vraiment tolérable. Voilà. Après, le jour où on n'en a plus, et on reviendra en arrière et puis on se remettra à réfléchir peut-être et on se redira merde, faut que je mette de l'Avanco, est-ce que je peux vraiment, voilà. Il y a la Teico aussi derrière, il y a la Dalba, mais qui est extrêmement onéreuse et qui, elle, ne pourra jamais être mise en probabiliste, c'est évident. Ouais, le jour où on n'en a plus, je pense que on assisterait à une diminution des anti-SARM, anti-SRM, sans forcément augmentation ni de la morbidité ni de la mortalité. Voilà, c'est en ça où il faudra certainement l'utiliser avec un peu plus de parcimonie, mais on va quand même être lucide sur le fait qu'elle a rendu énormément de services dans des infections où on galérait, où je me rappelle avoir quand même mis 3 malades en dialyse encore sur des affections ostéo-articulaires en 2021. Ils sont toujours en dialyse, les pauvres, parce qu'on leur a bousillé les reins avec de l'Avanco. Donc, les pneumonies et eosinophiles, c'est clair que ça existe. La iatrogénie de la dapto, elle existe. J'ai certainement pas dit, je l'ai peut-être pas assez abordé, qu'il fallait la surveiller également. Mais voilà, c'est quand même sans commune mesure avec ce qu'on avait avec les anciennes molécules. Donc, Tu as très bien répondu. Merci, Clément. Tania, toi? Il est 18h04, on va s'arrêter là. Merci à tous, merci à tous les intervenants, à tous les participants. On vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour un prochain épisode.